professeur. Oui, bonjour, monsieur le procureur. Alors, je voudrais savoir si, parce que dans ce dossier, tant le récit des victimes que de certains témoins et le rapport de la commission d'enquête internationale, on a fait état de personnes mortes par électrocution. Est-ce que l'examen que vous avez eu à faire sur les corps qui vous avaient été déposés dans des camions militaires au niveau des 2 morgues, est-ce que vous avez rencontré ces cas-là, des personnes mortes par électrocution? Oui, c'est bien possible. Et pourquoi je les ai groupés dans les morts par asphyxie? Vous savez que ce soit des personnes qui ont eu une compression au niveau de la cage thoracique. Donc, cette compression a empêché les mouvements d'inspiration et d'expiration pour faire entrer de l'air dans les poumons et qui explique le manque d'air et l'hypoxie et la mort. Soit aussi, par électrocution, ça peut être le même mécanisme mortel qu'on peut retrouver. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des cas. Mais dont on n'a pas pris soin, parce que si tu dis électrocution, en plus, parce que les morts par asphyxie, en fait, on ne retrouve rien sur les corps. Vous n'avez pas une blessure visuelle, que vous voyez rien. C'est seulement parce qu'on sait reconnaître les asphyxies mécaniques à travers des examens médicaux légaux que nous faisons sur les corps, les piquetés hémorragiques. Et c'est les mêmes signes qu'on retrouve dans les cas d'électrocution. Donc oui, je le confirme. Pour ma gouverne, professeur, lors de votre récit, vous avez dit que ceux qui meurent par asphyxie, c'est généralement par manque d'oxygène. Oui. Alors, je voudrais savoir si, parce que vous avez dit que les signes sont approximativement les mêmes, pour le cas de ceux qui sont morts par électrocution, est-ce qu'il n'y a pas autre signe particulier visible sur les corps qui ne soit pas, qui soit différent de l'asphyxie? Électrocution, même l'autopsie, elle est blanche. Vous faites une autopsie de quelqu'un qui est mort par électrocution, vous n'avez rien. Elle est autopsie blanche. La seule chose que vous pouvez retrouver, c'est s'il y a une brûlure. S'il y a une petite brûlure au niveau des extrémités, ça peut vous donner une idée. Et surtout, les faits directoires, c'est-à-dire que les explications, les renseignements de la police ou les témoins qui vont dire quelque chose. Mais électrocution, vous couchez le corps, vous l'examinez sur le plan macroscopique, vous n'avez absolument rien, mis à part quelques signes d'asphyxie que vous pouvez voir. Et autopsie, vous n'avez rien. C'est une autopsie blanche. D'accord. Pour le cas de ceux qui sont morts par électrocution au stade du 28 septembre, il a été acquis au débat ici que des militaires ont tiré sur des fils électriques qui sont tombés au niveau de certains toits, et beaucoup de citoyens, par méconnaissance, en voulant se sauver, en montant sur ces toits-là, ont pu être électrocutés. Ma question, c'est de savoir si ça pouvait laisser transparaître des traces visuelles au niveau des mains. Oui, c'est possible. Mais encore une fois, monsieur le procureur, malheureusement, on n'a pas pu... Vous savez, quelquefois, il faut être orienté. Est-ce que vous avez rencontré des cas? Voilà, professeur? on n'a pas recherché. C'est-à-dire qu'on a, je vois mes notes, on a eu 18 cas d'asphyxie. Sur les 18 cas d'asphyxie, on s'est dit c'est des personnes qui sont décédées parce qu'elles ont manqué d'oxygène. Quelles sont les circonstances? Est-ce qu'elles ont été brûlées parce que électrocution, ça veut dire que c'est une décharge électrique qui va probablement entraîner une tachycardie. Le cœur va filer beaucoup plus vite avant de s'arrêter. Mais si vous regardez, vous avez peut-être le signe d'arrêt cardiaque que vous allez retrouver macroscopiquement. Et vous pouvez quelquefois ne même pas avoir de brûlure dans les cas d'électrocution là, parce que tu mets ta main, ça va. Mais encore, procureur, c'est une autopsie blanche. Et si on est orienté avant, on pourrait éventuellement rechercher, éventuellement quelques petites brûlures ou des lésions. Mais sinon, on les met dans le groupe de morts par asphyxie avec peu de signes visibles.
macroscopiquement. Ensuite, vous confirmez qu'il y a eu des personnes qui étaient mortes par arme blanche, parce que dans le dossier, on a fait état de certaines recrues de Kalea qui, pour la plupart, avaient des armes blanches à l'aide desquelles ils ont pu blesser beaucoup de victimes. Vous confirmez quand même que... Oui, je confirme. Bien. Est-ce qu'il y avait autres blessures d'autre nature que ça ne soit par des armes blanches, que ça ne soit des armes à feu? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Bon, ce que j'ai pu observer, comme je vous ai dit, c'est les armes à feu. C'est les armes blanches. Là où il y a les deux catégories. Il y a les instruments piquants tranchants, qui peuvent être des baïonnettes ou des couteaux. Il y a les instruments tranchants contondants, qui peuvent être des machettes. Ça, donc il y a les armes blanches, deux types, piquants tranchants et tranchants contondants. Ça, on les a observés chez les victimes. Je reviendrai sur l'irruption des militaires au niveau des deux morgues, notamment au niveau de la morgue de l'hôpital Donka. Il y a une victime qui a comparu ici, qui s'est fait aider par un médecin pour avoir une blouse à l'effet de voir si elle pouvait rechercher et identifier son parent. Elle nous a dit, dans un récit très glacial, qu'en réalité, elle en avait été empêchée parce que la morgue de l'hôpital Donka était prise d'assaut par des militaires. Vous, qui étiez le responsable des deux morgues, Ignace Dine et Donka, le personnel que vous aviez déployé à Ignace Dine, c'était le vôtre, qui vous faisait des remontées périodiques, je suppose. Est-ce qu'on vous avait indiqué que les morgues étaient militarisées au point d'empêcher les citoyens d'avoir accès aux dites morgues pour identifier leurs parents? Bon, comme je vous ai dit, je sais très bien que toutes les deux morgues étaient surveillées par des militaires. Ça, je le sais. Je sais également que les militaires qui étaient arrêtés à la rentrée des deux morgues veillaient à ce que les gens ne rentrent pas à tout moment. Je crois qu'on avait même mis en place un programme d'entrée et de sortie pour examiner les corps. Et je sais qu'il y avait des difficultés naturellement d'accès pour le tout venant à la morgue. Et d'ailleurs, c'était ça l'esprit de la présence des militaires, mettre ici pour éviter que les gens ne rentrent et sortent n'importe comment. Maintenant, pour ce cas particulier, je ne peux rien dire. Elle a certainement raison, parce que si tu es en blouse, effectivement, on ne t'arrête pas. Je vous ai dit au début ici, quand moi je venais à Ignace à l'époque, sans ma blouse, mais j'étais arrêté. Mais quand je porte la blouse, on me laissait passer. Elle peut effectivement aller prêter une blouse, et puis, voilà, venir passer et puis faire ce qu'elle est en train de faire. Je suis d'accord, ça c'est bien possible. Mais je n'ai pas l'information selon laquelle la morgue a été, je ne sais pas, pris d'assaut par des militaires pour venir récupérer les morgues. Honnêtement, je n'ai pas l'information. D'accord. Le même 28 septembre, quand vous avez reçu l'appel du service de santé des armées, vous êtes venu directement à l'hôpital Ignace Dine. Oui. Est-ce que la même nuit, vous avez fait un tour à la morgue de l'hôpital Donka? Non. Le lendemain? Comme je vous ai dit, c'est quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas gérer tous les décès des événements à Ignace Dine que j'ai dit, réquisitionner la morgue de Donka et envoyer les corps là-bas. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on avait déjà pris des dispositions avec la directrice de l'hôpital Donka et j'ai envoyé déjà une équipe pour la gestion des corps, comme je vous ai dit tantôt, le docteur Gabriel, qui s'est associé à l'équipe qui existe déjà à Donka, plus certains personnels de Donka. Donc on a mis une équipe sur place pour gérer les corps.
Maintenant, à partir du 3e jour, c'est que je passais plus ou moins régulièrement à Donka. En tout cas, toutes les informations pour les décès et l'état des corps et tout ça m'était remonté régulièrement par l'équipe de Donka. Donc, personnellement, vous n'êtes pas venu avant 3 jours. Oui. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous vous êtes intéressé à la pharmacie de l'hôpital Donka? Vous êtes arrivé de ce côté-là? Non, non, je viens toujours à la morgue, je ne viens pas à la pharmacie. Je viens à la morgue, hein, sauf si j'ai besoin de médicaments, mais je ne suis pas allé à la pharmacie. Les jours d'après, À la pharmacie, non. En fait, vous savez que j'ai la possibilité de rentrer par la petite porte qui se juste après les rails, donc je ne fais pas le tour pour venir jusqu'à la pharmacie. La pharmacie est vraiment du côté opposé, quoi, donc je ne venais pas. En 2009, oui. Vous étiez combien de médecins légistes pour la Guinée? Bon, et vous savez que... Alors, 2009, je pense que j'étais encore seul. C'est en 2016 que j'ai mis en place ce qu'on appelle le diplôme d'études de formation des spécialistes en médecine légale. Confirmez qu'en 2009, vous étiez seul. Oui, j'étais seul, mais j'avais des... À votre avis, professeur, qu'est-ce qui explique, après ces crimes de masse-là, on a parlé de viol, il y a eu une centaine de femmes qui ont été violées. Qu'est-ce qui explique qu'on ne s'est pas adressé au seul médecin légiste que vous étiez pour examiner ces femmes victimes de viol et de violences sexuelles? Mais il faut demander au procureur. C'est le procureur qui me requiert, moi. C'est vous qui me faites travailler. Si je ne suis pas requis, d'abord je n'irai pas. Et on va me demander qu'est-ce que je viens faire ici. D'accord. Excusez-moi. Le procureur ne vous avait pas requis pour procéder à l'examen de tous ces corps, à l'examen que vous avez fait. Mais vous avez fait votre travail à vous, votre travail professionnel. Oui. Est-ce que vous ne pouviez pas faire la même chose? Parce que pendant ce temps, il y a des femmes qui se dirigeaient vers certaines cliniques de la place. Il y a des certificats médicaux qui sont versés au dossier, qui sont établis par le centre médical mère et enfant, établis par certaines structures sanitaires, dont des centres de santé, de Ratoma, je crois, et de Matam. Pendant ce temps, le monde savait qu'il y avait un médecin légiste. Pourquoi ça, professeur? Oui, ben, vous savez, la relation entre le médecin et le malade, c'est une relation de confiance et de conscience. Si le malade ne vient pas vers vous, il est très difficile d'abord, de dire non, venez, c'est moi qui dois vous examiner. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ces femmes victimes de violences sexuelles s'adressent généralement en première intention aux centres de santé les plus proches. Elles vont à ce centre. Et troisièmement, il y a un élément que vous négligez, c'est que les avocats, ils envoient si par exemple ils sont commis par un avocat, l'avocat leur dit allez-y voir tel médecin. Ils vont là-bas. Moi, les quelques rares, peut-être si j'ai eu à l'examiner, c'est accompagné par un avocat qui me connaît, il dit oui, professeur Hassan, il faut voir et tout ça là. Mais si l'avocat dit vous allez partir à mère et enfant, ou vous allez la victime, elle va partir où? Là, on l'a dirigée d'aller. Soit elle-même, de son propre chef, elle dit je vais voir tel médecin, parce que je le fais confiance, c'est mon médecin, je le connais, ou bien on l'oriente. Mais c'est très difficile pour un médecin légiste qui doit dire non, 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 venez chez moi ici, n'allez pas là-bas. Déjà, ça pose un problème entre nous, médecins.